petite et pas très chère pour analyser en vrac 500 000 polymorphismes du génome chez 1000 diabétiques et les mêmes polymorphismes chez 1000 personnes qui ne sont pas diabétiques. Quand on utilise une autre information qui est beaucoup plus puissante, qui est l'information familiale, qui est de dire j'ai plusieurs personnes atteintes et je tiens cela en compte, on a des études beaucoup plus raffinées, beaucoup plus précises, un petit peu plus difficiles à faire. Je vais sauter ça pour passer. Et l'idée de ces études d'association génome entier, c'est de distinguer dans la cohorte des témoins, ici, et la cohorte des malades, des variants chromosomiques qui ici sont totalement différents. Sur un même brin chromosomique, vous avez l'haplotype rouge, bleu, jaune, vert, etc. Et là, vous observez qu'il y a beaucoup plus de représentation du variant orange. Et vous dites donc qu'il y a une association. Une association ne veut pas dire une causalité, c'est ça qui est très important. On a beaucoup été au-delà des conclusions de ces études en disant j'ai une association entre l'haplotype orange, qui est constitué d'un certain nombre d'allèles à ce locus-là, et le fait d'être atteint par rapport aux témoins. Vous voyez tout de suite bien que c'est des études qui sont très sommaires du point de vue des explications. C'est juste une mesure de l'association entre une région génétique déterminée par, qualifiée par des polymorphismes et leurs allèles, et un phénotype. Alors, elles se sont multipliées dans les années 2000 jusqu'à maintenant, où on voit fleurir, dans tous les articles les plus prestigieux de génétique, dans les très grands journaux, des études d'association. Ici, c'est la dystrophie maculaire liée à l'âge, ou sur le chromosome 7, Human Chromosome 7, vous voyez qu'il y a ici, en score de probabilité de petit p, en log de petit p, tous les variants qui ont été étudiés, et dont vous voyez qu'ils ne sont pas différents entre les populations de contrôle et de témoins et de malades. Et puis ici, à cette position, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 variants qui sont très significativement surreprésentés chez les malades par rapport aux témoins. Ça veut dire que quand vous avez une dystrophie maculaire liée à l'âge, vous avez plus volontiers ce polymorphisme, je ne sais pas quoi, un A ici, un C là, et un T alors qu'il y a T ou G, un G alors qu'il y a G ou A, un A alors qu'il y a A ou C, à cet endroit-là du génome, et que statistiquement c'est très très puissant, et que ça laisse penser que l'un de ces polymorphismes, leur association, ou personne, mais quelque chose qui est dans le coin, et qu'on n'a pas détecté, mais qui est juste à côté de ces polymorphismes, qui n'est pas loin, joue un rôle dans la prédisposition à la dystrophie maculaire liée à l'âge. Et ça, ce serait la conclusion la plus prudente, alors que très souvent, on a été un petit peu au-delà de ces conclusions, en disant le gène de la dystrophie maculaire liée à l'âge est là. Ce n'est pas vrai, c'est juste qu'il y a peut-être des variants génétiques dans cette région qui sont associés. Ce n'est pas le gène de... Voici pour un caractère qui est lié, vous savez, à la mortalité par mort subite, qui est l'intervalle QT sur l'électrocardiogramme, où ça c'est tous les chromosomes, là il n'y avait que le chromosome 7, là c'est tous les chromosomes humains, de 1 à 22 avec le X, il y a une pluie de valeurs de petit p standard, puis ici sur le chromosome 6, il y a deux trucs qui sortent au même endroit, et qui sont, et maintenant on connaît bien, qui effectivement sont des variants de régulation d'un gène qui est impliqué dans la conduction cardiaque et dont le polymorphisme de ces variants sont des polymorphismes, ça veut dire que tout le monde l'a, hein, mais ça veut dire que l'intervalle QT n'est pas déterminé que par ça évidemment, mais qu'ils vont jouer un rôle dans l'intervalle QT et par conséquent prédisposer d'une certaine manière aux accidents de mort subite. Ça c'est la somme de toutes les études de génome entier qui ont été faites dans l'autisme. Alors vous voyez qu'il y en a partout. Ça veut dire qu'on n'a pas compris. Ça ne veut pas dire qu'il y a 60 gènes, enfin si peut-être, qu'il y a 60 leucies de l'autisme, mais quand vous avez un enfant autiste, vous ne pouvez pas dire du tout chez lui lequel joue un rôle, lesquels sont représentés. Ici c'est une mutation nouvelle, là c'est d'une très 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 grande difficulté. Et ces études au fond ont à la fois donné beaucoup trop d'espoir de trouver des gènes de maladies communes, parce qu'on les a surinterprétés. On a oublié qu'au début, elles faisaient des hypothèses, enfin, elles ne prenaient pas en compte cela, le nombre des facteurs, leur interaction, l'interaction avec l'environnement, l'hétérogénéité de ces facteurs, etc. etc. Donc c'est des méthodes
aussi puissantes et aussi à la mode que leurs conclusions sont très, très surestimées, très difficiles, mais ce n'est pas encore complètement passé dans les mœurs. Non pas la critique de ces études, mais la critique raisonnée de leur surinterprétation. Vous voyez très souvent dans les journaux, même dans la presse généralisée, on a trouvé le gène de la dystrophie maculaire liée à l'âge. Ça y est, c'est bon, c'est fini, c'est terminé. C'est pas vrai. On a trouvé un polymorphisme qui prédispose à la dystrophie maculaire liée à l'âge dans un modèle génétique qu'on ne connaît pas du tout, récessif, on ne sait absolument pas, interagissant avec l'âge, interagissant avec d'autres facteurs, mais ça, ce que je viens de dire, ce n'est pas un titre de journal, c'est mauvais, ce n'est pas vendeur. Voyez sur 110 études de ce type-là qui ont été faites, quels que soient les phénotypes, hypertension, diabète, démence, dystrophie maculaire liée à l'âge, cancer, etc. 110 études, quand je dis récentes, c'est dans les années 2000. Le risque, ce n'est pas le risque relatif, c'est le rapport de vraisemblance, ce n'est pas très éloigné. On est à 1 ici, donc c'est le risque de tout le monde. Et les facteurs génétiques qui ont été trouvés par ces études sont des facteurs qui donnent des augmentations de risque très faibles. 1,1, 1,2, 1,4 et très rarement plus que ça. Approximer ici le fait que ce soit des risques relatifs. Donc ça veut dire aussi qu'on a trouvé des scores qui sont parfois très 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 forts en signification parce que le nombre des patients est très 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 grand. Et autrement dit, quelque chose peut être extrêmement vrai. Je ne dis pas que c'est faux ça, je ne dis pas du tout que c'est faux ça. C'est très très vrai avec des petits p effrayants, mais de très peu d'importance. Quelque chose peut être très vrai, mais avoir très peu d'importance. On a voulu faire ça, je vous parlais de l'autisme il y a une seconde, mais on l'a fait aussi dans la déficience intellectuelle, dans le retard mental. Et là, les trucs ont donné à peu près le même type de résultats avec des scores de localisation, d'association, pardon, un petit peu partout dans le génome qu'on ne savait pas bien réconcilier. Et en revanche, voici le résultat d'une étude de collègues hollandais qui ont fait la séquence du génome entier. Ils ne sont pas passés par l'étude d'association sur 10 000 retardés mentaux par rapport à 10 000 personnes qui ne le sont pas. Ils ont pris des déficiences intellectuelles isolées. Ils ont travaillé sur 10 malades, cas sporadiques. Ils ont fait la séquence du génome entier de ces individus, comparée à celle de leurs parents. C'est une toute autre approche. Vous voyez, ils ont cherché vraiment de l'analyse et ils ont trouvé 9 mutations de novo dans 9 gènes différents, dont 2 étaient juste connus jusqu'à présent. Ça, c'est l'image de l'hétérogénéité extrême de ce phénotype. Et vous imaginez bien que si vous avez ce résultat sur une dizaine de malades, l'étude de génome entier qui en additionne 1000 ne va pas vous donner quelque chose de très pertinent parce qu'il y a une telle dilution de l'information que vous allez avoir des conclusions soit neutres, soit surestimées. Les difficultés de ces études sont donc majeures, on va terminer là-dessus. Définition des phénotypes, hétérogénéité, je vous en ai parlé, entre les gènes impliqués et des gènes différents chez les personnes différentes, l'interaction avec l'environnement, la nature des variants en cause et la complexité du rapport entre les interactions. Est-ce que ce gène, cette prédisposition va faire que j'ai un risque ou pas? Alors on va passer ça. Ça, c'est un truc intéressant qui vous fait peser l'environnement. Regardez cette courbe-là. C'est des collègues de l'Institut Curie qui ont fait cette étude sur le cancer du sein. Il y a plein de gènes impliqués dans le cancer du sein, dont certains qui sont ici les gènes impliqués dans les formes familiales de cancer du sein. Et quand on dit interaction gène-environnement, c'est un peu ouais, je vais mettre ça, ça va me faire un point. Bon, ok, mais c'est vrai. Regardez. Ce sont des études qui ont porté sur le risque de survenue de cancer du sein chez des femmes qui ont une mutation de l'un des gènes majeurs de cancer du sein, BRCA1 ou BRCA2. Ces courbes-là, bleues et rouges, ce ne sont pas n'importe quelle femme, c'est des femmes dont on sait qu'elles ont une prédisposition majeure, quasi mendélienne, autosomique dominante, à avoir un cancer du sein. Et ça, c'est l'âge de ces femmes. Encore une fois, toutes ont des mutations très crédibles, c'est pas des doutes, il n'y a aucun doute là-dessus. 20, 30, 40, et ça, c'est la probabilité de cancer à cet âge-là. Donc ça veut dire, dans la courbe bleue, à 60 ans, vous avez 40% de ces femmes qui ont un cancer. À 80 ans, vous en avez 80% qui ont un cancer.
Pourquoi la courbe bleue et la courbe rouge? Ce n'est pas BRCA1, BRCA2. C'est que ça, c'est la courbe des femmes qui sont nées avant 1940, avec mutation de BRCA1 ou 2. Et ça, c'est la courbe des femmes qui sont nées après 1940. Ben ça veut dire qu'à génome identique, ce qui a joué un rôle chez ces femmes et qui fait qu'il y a beaucoup plus de risques maintenant que jadis, ce n'est pas le génome, ce n'est pas le gène, il n'a pas changé. Souvent, ça, c'est les mères et ça, c'est les filles. C'est l'environnement, le milieu. Et ça peut être le tabac, ça c'est sûr, la contraception, c'est certain, les grossesses plus tardives, ok, etc. etc. C'est véritablement l'image très parlante de l'impact de l'environnement dans les maladies multifactorielles. Bon, ben, je propose qu'on arrête. Ah si, quand même. Risque relatif dans une maladie comme ça, multifactorielle, on a calculé la ségrégation, ces personnes sont toutes atteintes. Vous voyez que c'est un petit peu biaisé pour les hommes. Et on a calculé un risque relatif relativement élevé. Et vous connaissez le phénotype. Docteur en médecine. Allez, interaction gène-environnement. À demain pour une révision. Alors, demain, je vous propose que ça veut dire qu'on a 3 fois plus de risques d'être médecin quand on a un apparenté médecin. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et demain, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez venir avec des questions, plus qu'avec des autre chose. Allez, à demain.